Soyez les bienvenus à cette série portant sur les grands moments de l'histoire musicale en compagnie du professeur Doukas Mohié. Doukas Mohié, nous nous souviendrons que vous nous aviez déjà proposé une autre série portant cette fois sur les sources de la musique occidentale. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette série-ci et la précédente? Mais nous reprenons la route là où nous l'avons laissée. C'est une suite, une continuation de la première série, sauf que celle-ci se situe dans l'état moderne. Si la précédente, c'était les sources, donc les racines, les préparatifs et d'une certaine façon un prélude, l'état moderne, ce sont des accomplissements, des grandes réalisations, et c'est cela que j'aimerais bien présenter ici à nos auditeurs. Une série qui commence encore par un conte de fées. Bien, comment nous séparer de Orphée et Eurydice? Ils sont le symbole de la musique. Alors, Orphée et Eurydice, nous les reprenons également là où nous les avons laissés, au cœur du XVIIe siècle, pour qu'ils nous guident. Symbole du pouvoir de la musique, de son charme, de sa magie, symbole aussi de l'inspiration et de l'esprit qui souffle là où il veut, parfois imprévisible et parfois très difficile à comprendre, cependant avec une logique et une cohérence qui se poursuivent tout le long du temps, les 3 siècles qui nous séparent donc du cœur du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est si fascinant comme source d'inspiration chez Orphée et Eurydice? À vrai dire, l'inspiration musicale peut paraître énigmatique, inaccessible. Ça fait partie de l'inconscient de l'artiste. Donc, nous n'avons pas rationnellement la possibilité d'aller analyser ou de cerner le phénomène. Cependant, il y a des éléments qui nous sont malgré tout saisissables. Dans ce sens, il y a un cheminement, un devenir de la musique qui est directement lié aux circonstances historiques, sociologiques, à un devenir qui est parfaitement cohérent et dans lequel, si ce n'est pas l'inspiration comme telle qui nous devient saisissable,
au moins nous pouvons aller chercher la cohérence historique qui nous permet de voir quels sont les jalons de ce devenir. Alors souhaitons que Orphée et Eurydice nous inspireront dans notre cours. Quels sont les objectifs visés par le cours actuel? Il y a deux objectifs clairement établis. Premier, comme il s'agit d'un cours universitaire à distance, donc destiné à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas venir à l'université, le cours est pensé donc pour les étudiants, qu'ils soient en musique, qu'ils soient dans une discipline qui n'a rien à voir avec la musique, ou tout simplement des personnes qui aiment beaucoup la musique et souhaitent approfondir leur connaissance de l'histoire musicale. Donc, le premier objectif est pédagogique. Le deuxième est la destination de ce cours à tous ceux qui ont la curiosité d'esprit, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de crédit universitaire. Pour ceux-là aussi, le cours a été pensé comme une belle histoire à travers le temps qui leur permettra de se familiariser davantage avec des œuvres, des étapes, des univers musicaux qui ne leur ont pas été familiers auparavant. Donc, depuis Johann Sebastian Bach jusqu'aujourd'hui, ils peuvent prendre connaissance des chemins de la musique. Et comment ce cours a-t-il été conçu? La conception même du cours est celle donc d'une très large vision du cheminement de la musique. Il ne s'agit pas d'un cours d'érudition. D'ailleurs, ce serait illusoire, le temps très serré, en 40 minutes de propos par émission. On ne peut pas livrer l'information qui pourrait être intéressante. Donc, on donne plutôt une piste d'exploration. Je propose, si vous voulez, les moments forts qui sont significatifs et dans les documents pédagogiques, il y a l'information complémentaire à partir de laquelle on peut ajouter les données, les faits qui sont significatifs, mais qui ne font pas partie de l'exposé comme tel. Donc, dans ce sens, le cours est un guide pour celui qui veut voir comment se développe l'histoire musicale, quelle est sa dynamique, quel est son cheminement. Par contre, il y a la possibilité aussi de suivre et de regarder ces émissions aux différents niveaux. Conception polyphonique, j'oserais dire, purement musicale de ces exposés. On peut d'abord les écouter comme un téléroman en musique. Donc de façon linéaire, c'est une belle histoire à raconter et c'est cette première approche qui est pour tout le monde. Il y a une deuxième pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension véritable du devenir de la musique. Cela demande de l'intérêt, de la disponibilité et de l'effort. Après tout, un cours universitaire n'est pas un cadeau. Il faut donner de soi-même, certainement, si on veut vraiment saisir, aller au fond des choses et comprendre et pas simplement accumuler la connaissance des faits. Mais parler de musique sans en écouter serait un peu une aberration, n'est-ce pas? En effet, je crois qu'on ne peut pas s'en passer, donc il y a à l'intérieur de chaque émission beaucoup de musique à voir et entendre. Et à travers cette expérience à la fois du récit, de l'écoute de la musique, le troisième niveau d'approche que je suggère à ceux qui ont le courage et le désir d'y aller, cette troisième étape, troisième niveau d'approche est pour tous ceux qui veulent aller vraiment en profondeur. Parce qu'après tout, toute démarche dans les sciences humaines doit nécessairement aboutir aux questions fondamentales qui touchent l'existence humaine. Elles ne sont pas toujours énoncées, mais elles sont en filigrane sous-jacente. Il faut savoir les décoder et les lire. Mais cela, c'est déjà une étape de sagesse lorsqu'on a vraiment envie de cerner la musique comme un phénomène qui va bien plus loin que le phénomène du son. Alors, place à la musique, voici un extrait musical. Vous nous proposez cette fois le troisième mouvement du concerto pour cordes et continuo en la majeur de Vivaldi, interprété par l'ensemble I Musici de Montréal.
Quel est le programme du cours et quels sont les thèmes privilégiés? Le programme du cours est disposé en 13 émissions d'1 heure chacune et suit en principe le cheminement chronologique. Donc la chronologie est l'ossature, l'axe premier, à partir duquel tout le reste peut être facilement compris. Cependant, le programme est orienté autour des blocs qui sont des périodes précises dans lesquelles, au lieu de faire uniquement de la chronologie, j'intègre chaque fois un aspect particulier de la musique d'une époque donnée. C'est ainsi à la fois un cheminement linéaire chronologique dans le temps et d'autre part une approche polyphonique véritablement musicale qui permet de cerner à la manière d'un accord complet, on peut dire, la réalité d'un temps, d'un style, d'une vie musicale de l'époque donnée. Donc, si je vous proposais ce cheminement de cette façon, il s'intégrerait parfaitement bien dans le cycle des spirales que je vous ai déjà proposé dans la première série du cours. Nous poursuivons le chemin que nous avons arrêté, où nous nous sommes quittés à l'époque du drame dans la musique baroque. Donc, ce drame qui s'accomplit dans le théâtre ainsi que dans la musique instrumentale. Notre première étape, ce sera donc le drame à son apogée, l'époque baroque dans son apogée, son accomplissement, pour passer ensuite au XVIIIe siècle. Dans la spirale, la boucle suivante est celle de la lumière. Le siècle classique, le siècle de lumière, qui est déterminé de façon très nette par l'école de Vienne. Le cheminement de la spirale nous amènera ensuite à l'époque romantique, ce XIXe siècle. Au courant de 5 émissions, nous allons avoir à la fois d'abord une toile de fond, le cheminement global de l'époque et des perspectives parfois contradictoires qui nous permettront de voir des multiples facettes de la musique romantique. Il en sera de même pour le XXe siècle, le nôtre, le plus difficile, le plus exigeant, le plus perturbant. La spirale nous amène face à la vérité. Et au cours de cette première émission, vous voulez aborder le style concertant. Qu'entend-on au juste par style concertant? Le style concertant est la transposition du drame déjà vivement présent dans la musique vocale, dans l'opéra, dans le drame musical comme tel, dans le domaine donc de la musique instrumentale. Le style concertant en soi réunit la définition la plus parfaite du mot concerto, dont l'origine se trouve dans deux mots qui semblent sonner de la même façon et qui semblent contradictoires en même temps, concerere, concertare. D'une part, séparer, diviser, et d'autre part, mettre en accord, réunir. C'est exactement ce que le style concertant fait à travers les multiples formes instrumentales qui appartiennent à cette époque, en particulier dans la musique orchestrale. Nous venons d'entendre au début de l'émission et juste avant le début de cet échange que nous avons actuellement, 2 mouvements, 2 extraits d'une œuvre de Vivaldi, le concerto pour orchestre et basse continue. Donc l'exemple typique de ce qu'on appelle concerto grosso, c'est lui qui a donné l'amorce et la réalisation sur le plan de la création du genre du style concertant, par définition réalisant le drame dans la musique instrumentale. Dialogue, contraste, opposition entre 2 groupes, le grand ensemble face à un petit ou ensemble des solistes, c'est à la fois un prélude au développement du concerto soliste comme tel. À l'intérieur donc de ce genre, ce que vous avez entendu, la structure composite nous donne 3 mouvements comme étant des classiques, le vif, lent, vif, établissant ainsi la Sainte Trinité qui va nous mener pratiquement jusqu'à nos jours dans tout le principe qui est le concerto comme tel. Alors, Vivaldi était un prédécesseur. Je n'ai pas eu le temps de parler de Corelli, mais les étudiants savent que sur leurs enregistrements et leurs cassettes, ils ont des exemples musicaux qui nous manquent ici pour compléter leur audition. Mais pour nous, aujourd'hui, je vous proposerai Johann Sebastian Bach, qui, inspiré par les Italiens, par Vivaldi, a réalisé de magnifiques concerti grossi qu'on connaît sous l'étiquette des concerti brandembourgeois, dont le 5e vous a été déjà présenté dans la précédente série. Je le reprends ici parce qu'il est l'exemple typique de ce que c'est le style concertant, le dialogue, 2 chœurs divisés,
un soliste très bientôt, cette cadence du clavecin qui annonce déjà le clavecin soliste, tout y est déjà. Quels sont les instruments de musique qui caractérisent l'époque baroque? Justement, le style concertant a imposé ses propres critères aux musiciens et cette tendance très nette qui va se manifester, qui va s'exprimer dans les formes musicales du style concertant exige des instruments de musique de répondre aux besoins de la musique elle-même. C'est ainsi que parallèlement au développement de ce style concertant au cœur du style baroque, on peut dire, c'est une expression qui indique une famille ou un genre particulier de musique dans la grande famille, donc des œuvres et des formes du style baroque. Il y a certainement une tendance très nette de différencier les instruments qui s'adaptent à ces besoins. Première chose qui va nous permettre de comprendre davantage cette différenciation, c'est la polarisation des voix, dont déjà on en a parlé en définissant le style baroque. Polarisation des voix signifie que toutes les voix ne sont pas égales, que leur hiérarchie dans le tissu musical se différencie nettement, et ce sont les extrêmes, les voix extrêmes qui sont particulièrement mises en relief. La mélodie avant toute chose, et avec le style concertant, nous sommes tout à fait contemporain au bel canto dans le domaine de la musique vocale et surtout dans le domaine de l'opéra italien. Alors le bel canto va déteindre dans la musique instrumentale et l'art de la belle mélodie, de la mélodie transparente, fluide, claire et libre sera l'idéal. Donc, en accord avec ce style de la mélodie bel canto dans la musique instrumentale, ce sont les instruments monodiques, les instruments mélodiques qui vont avoir une place importante en déplaçant progressivement l'axe. Donc, des instruments qui étaient peut-être un peu timides dans leur timbre et dans leur intensité pour prendre leur relève et se manifester à travers des instruments solistes. Et je mentionne ici en particulier le développement des instruments de la famille des violons, le violon étant parmi les premiers, d'autre part les flûtes et tous les autres instruments avant qui vont simplement non pas innover radicalement, mais simplement prendre la première place et mettre en marche les instruments qui étaient utilisés davantage à l'époque de la Renaissance. Et à ce moment-là, la lutherie devient très importante aussi. La lutherie deviendra très importante et à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, je pense ici aux célèbres écoles des luthiers à Crémone, Stradivari et Amati, dont la laque, les proportions des violons sont encore aujourd'hui inégalées en créant comme tels des instruments qui sont des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre aussi du chant instrumental. Cela correspond donc à cet idéal de la musique de l'époque.
Ce que j'aimerais bien malgré tout souligner, c'est que d'autre part, la base continue est le support de cette mélodie, et la base continue suppose que ce tissu musical est transmis par les instruments polyphoniques. Et les clavecins, l'orgue, les claviers seront toujours présents pour le supporter, et c'est ainsi que leur présence est déterminante dans le style concertant baroque. D'autre part, la musique, les musiciens inspireront bien des peintres. Et là, nous pouvons puiser notre connaissance et de la pratique de la vie musicale à travers les tableaux magnifiques du XVIIe et un peu plus tard XVIIIe siècle. Je voulais m'attarder quelques instants à une toile, peut-être le plus bel exemple d'iconographie musicale qui soit, d'une somptuosité, d'une richesse à la fois visuelle, sensuelle et d'une signification tout à fait incroyable si on le regarde attentivement. Je voulais ici parler de la toile Louis de la série des Cinq Sens de Bruegel le Jeune, qu'on appelait aussi Bruegel de velours, qui en 1617 a peint ce tableau absolument magnifique. Il s'agit d'une représentation allégorique de Louis, dans lequel la musique, bien sûr, a sa première place. La scène comme telle se divise en plusieurs ensembles, différents plans. C'est littéralement une conception polyphonique, visuellement parlant, avec le centre, on peut dire, privilégier la Vénus avec le théorbe et le Cupidon, la sensualité et le sens érotique de la musique. Pour nous, par contre, c'est le groupe d'instruments du côté gauche au premier plan, les instruments à cordes, où à la fois la famille des viols est présente avec des violons qui s'annoncent, même des pochettes qui vont avoir une très grande vogue au XVIIe, XVIIIe siècle, et les instruments mélodiques, les flûtes, les chalumeaux, la trompette, trombone, vraiment, c'est très représentatif et symboliquement, ils sont appuyés sur le clavecin. La basse continue les porte visuellement. Au second plan, un groupe d'instruments et d'instrumentistes, musique de chambre, 4 musiciens, instruments à cordes archées et 4 chanteurs, une autre opposition caractéristique pour la musique baroque. Et le symbole du côté droit de la toile, l'art du temps, c'est la musique, les carillons, les horloges, tout ce qui peut compter le temps qui passe. Sans oublier qu'au second plan sur les murs, l'étoile purement musicale, à droite, angle supérieur, Orphée charmant les animaux, tiens, nous les retrouvons. Orphée qui revient, oui. Orphée qui revient, donc le charme de la musique. Et d'autre part, sur le mur, légèrement à gauche, 2 scènes, l'Annonciation, où également il y a un élément musical, et en haut, les muses qui sont en train de faire de la musique. Allégorie tout à fait remarquable, on pourrait s'arrêter à tous les détails. Je pense que tout juste un coup d'œil là-dessus nous permet de saisir cette richesse et la représentation très fidèle des instruments de musique. J'en ai oublié certainement, il y en a une 30aine d'instruments, 12 partitions, elles ont toutes été décodées. Une scène vraiment baroque dans le sens le plus pur de ce terme. Alors nous avons maintenant un exemple du concerto solo et du goût de la description musicale aussi avec ce concerto pour flûte solo, cordes et continuo, opus 10 numéro 1 de Vivaldi, ou si vous préférez, La tempête de mer.
Alors voilà pour l'Italie. En France, on vit le siècle de la lumière. Qu'est-ce qui se passe au juste du côté de la musique? On peut bien se demander comment le rationnel et le frivole peuvent-ils faire bon ménage. Mais c'est exactement ce qui arrive en France. Donc le siècle des Lumières poursuit son chemin, l'héritage de Descartes, l'héritage des grands penseurs, et puis l'encyclopédie, les grands philosophes encyclopédistes sont en pleine effervescence. Le rationnel et le frivole. Vous savez, ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Ah bon? En effet, c'est quelque chose qui se rencontre un peu partout, mais c'est tout à fait évident pour cette fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. On pourrait dire une bonne partie du XVIIIe siècle en France, en ce qui concerne la musique, même les arts visuels. Le frivole. Pourquoi le frivole? C'est une société aristocratique. L'absolutisme mercantile lui a fait grande place. Les arts, la musique surtout, sont des arts d'agrément, de divertissement et de plaisir. La musique en France accomplit donc cette mission et les musiciens que nous connaissons, qu'ils soient à la cour ou en dehors de la cour comme telle, sont touchés par cette ambiance et le reflètent. D'ailleurs, eux-mêmes ont appelé, la France a appelé cet art style galant, et à l'extérieur, on l'a appelé rococo, le style rocaille, et ce n'est pas tout à fait en vain. Pour le décrire, pour le faire sentir peut-être de plus près, je vais encore me servir d'iconographie musicale, de deux exemples frappants pour faire la comparaison afin qu'on puisse voir ce style qui se trouve dans les pays nordiques avec Vermeer d'une part et d'autre part les peintres français du début du XVIIIe siècle, je pense ici notamment à Boucher, à Fragonard, avec les mêmes sujets que ceux que Vermeer a utilisés. Un coup d'œil nous permettra de saisir immédiatement la différence et ensuite la transposition à la musique se fera presque comme un charme. D'abord Vermeer, leçon de musique. La toile est des années 1662 et il s'agit d'un décor intérieur, cadre intime, avec des zones d'ombre et de lumière esquissées presque de façon géométrique. Les figures sont debout, tranquilles. La jeune fille qui est l'élève prend sa leçon de musique pratiquement immobile, sans notes, sans musique aucune. Presque des statues. Son maître écoute attentivement, immobile. Dans l'ensemble, donc, ce que nous voyons, l'instrument, c'est le virginal ici. Il y a également une viole de gambe qui est posée par terre, des surfaces colorées, presque géométriques, qui nous donnent l'impression d'une composition véritable de surfaces planes, cadrées géométriquement parlant. On n'est pas loin là de Mondrian, c'est superposition ou juxtaposition des carrés, des rectangles, de lumière. Il suffit de regarder le mur, les cadres sur les murs, le plafond, la chaise et aussi le couvercle du virginal. Et il y a quelque chose de très serein, de très calme qui se dégage de cette leçon de musique. Passons de l'autre côté et allons voir chez Boucher la leçon de musique. Cadre rocaille avec un bassin et les statues très ornées, un couple qui s'occupe de faire de la musique, mais avec les regards légèrement sous-entendus. Ce n'est pas innocent et ce n'est pas serein du tout par rapport à ce qu'on a vu. Les costumes, les vêtements montrent également la coquetterie et, disons, ce genre d'esprit galant dans lequel nous nous situons. La musicienne a un grand décolleté et une partition entre les mains, et son ami qui joue la guitare pour l'accompagner est légèrement tourné de côté. L'ambiance est vraiment à la frivolité et au plaisir. Il en sera de même avec la toile de Fragonard, qui est une leçon de musique. Cette fois-ci, le dessin très flou a mis le lieu des formes et des surfaces géométriques de Vermeer. Il y a là une sensualité qui déborde de tous côtés. Le maître de musique est loin d'être ce musicien attentif. C'est surtout un jeune homme très sensible au charme de la jeune fille à qui il donne la leçon. Je crois que tout est dit et quand on parle des notes chiffonnées du style rococo, on comprend très bien de quoi il s'agit. Alors si on résume, c'est l'époque de la dentelle et des artifices.
Oui, parce que les ornements, les agréments, plus précisément lorsqu'il s'agit de la musique, et je voudrais parler ici de la musique de clavecin, est fortement déterminé. Le style est marqué par l'art de l'ornementation, comme nous allons le voir ici dans les deux œuvres pour clavecin que je voudrais justement vous montrer l'un à côté de l'autre, littéralement juxtaposés. Cet art de la description, à la fois très subtil et très naturel, l'art de clavecin d'abord de Couperin et son contemporain Rameau. Je voulais vous les montrer parce que justement, du côté de Couperin, il y a le désir de saisir l'esprit et l'impact sensoriel, on peut dire, du moucheron, parce que c'est du moucheron qu'il s'agit, c'est le 6e ordre de Couperin, nous montrant cet art d'utiliser le clavecin comme un moyen d'évocation et de suggestion très vibrante. Le moucheron utilisera toutes les possibilités du clavecin. La technique de cet instrument à clavier nous montre jusqu'à quel point le clavecin est encore débuteur de la tradition de luth. Donc, musique descriptive, et ce moucheron va préfigurer l'arrivée du vol du bourdon plus tard, de Rimsky-Korsakov. Tout à fait. Et suivi après par un autre exemple descriptif, celui de Rameau, le chant des oiseaux. Nombre d'oiseaux ont chanté dans la musique française depuis Jeannequin jusqu'à Olivier Messiaen. Et ici, cet exemple de Rameau est parmi peut-être les plus caractéristiques. L'amour du pittoresque, l'amour du charme, de la simplicité de ce charme, on peut dire un peu déjà romantique, pré-romantique dans les deux cas. Donc, je pense que le clavecin français montre très bien ce que ça veut dire, justement, le style galant ou rococo en musique. Alors voici Couperin et Rameau, interprétés par la claveciniste Catherine Todorovsky. Le moucheron de Couperin et le rappel des oiseaux de Rameau, interprété par la claveciniste Catherine Todorovsky. Alors vous parliez tout à l'heure de cette association entre le rationnel et le frivole, mais est-ce que ces deux choses en arrivent à faire bon ménage? C'est étonnant, oui. La réponse est bien oui. Alors, avant d'en arriver à la constatation très claire qui, quand et comment, je vais faire la petite histoire théorique.
Vous me pardonnerez, ce sera une section un petit peu aride et un petit peu abstraite. Elle est nécessaire pour la bonne compréhension de ce qui suit. Après tout, la rationalisation est par définition une abstraction, si vous voulez. Je vais vous parler ici du tempérament égal, qui est justement le phénomène essentiel sur le plan scientifique et acoustique qui va faire une consolidation de la musique à l'époque baroque. Le tempérament égal est une solution structurée d'organiser l'espace musical d'une façon rationnelle. C'est en 1691 Andreas Werkmeister, un Allemand, qui a conçu, organisé et expérimenté pour la première fois le tempérament égal, c'est-à-dire la division de l'octave en 12 demi-tons parfaitement égaux. Auparavant, la gamme pythagoricienne jonglait avec des intervalles qui n'étaient pas parfaitement équilibrés, d'où les problèmes de l'accord et surtout la difficulté de moduler. Encore aujourd'hui, les instrumentistes qui ont accordé beaucoup de cordes d'un instrument, et je pense ici aux clavecinistes, aux harpistes, ça c'est un cauchemar, ils ont des problèmes à cause de cela, puisqu'ils n'arrivent pas à établir facilement à l'oreille un accord parfaitement équilibré, ce tempérament égal. Donc, une fois mis en place ce principe, les musiciens ont découvert qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un espace sonore, acoustique, organisé de cette façon. À vrai dire, ce qui ne pouvait pas être fait auparavant, c'est de migrer, de moduler, de se promener dans des tonalités les plus éloignées, ce qui permettait aussi le développement des formes musicales autour d'un même thème, justement parce que la transposition, la modulation, le principe d'harmonie devenait possible. Et associé à cette invention, bien sûr, nombre d'œuvres qui ont voulu démontrer et pratiquement, concrètement illustrer ces possibilités qui paraissaient d'abord purement scientifiques et abstraites, nombre d'œuvres donc, parmi lesquelles une que nous connaissons tous, qui faisons un petit peu de musique, un petit peu de piano, c'est le clavier bien tempéré de Bach. Mais Bach n'était pas un théoricien, il appliquait les théories des autres. Il n'avait pas le temps vraiment de s'occuper de la théorie, mais comme le principe de l'époque était celui de Leibniz, que Bach connaissait certainement très bien, et je vous donne cette phrase comme peut-être une des phrases clés de la musique de cette époque et de l'œuvre de Bach, j'oserais dire qu'il y a à l'intérieur un mystère qui touche l'essentiel de la musique. Cette phrase de Leibniz, la musique et le calcul inconscient déterminent l'esprit du temps, l'œuvre de Bach également. Cependant, pour ne pas être en reste, exactement à la même époque, Jean-Philippe Rameau écrit, c'est lui-là même qui nous a proposé tout à l'heure le rappel des oiseaux, eh bien il écrit le traité de l'harmonie selon les principes naturels, 1722. Ce qu'il apporte en quelque sorte, c'est le complément de la théorie du tempérament égal. C'est une définition du principe des accords et de l'harmonie comme telle, sur lequel la musique occidentale déjà a été expérimentalement, on peut dire, pratiquement construite, mais là, c'est une schématisation conceptuelle du principe de l'accord, des fonctions harmoniques, du renversement des accords qui permet encore davantage de comprendre la syntaxe musicale. Et se servant de ces deux théories, la musique baroque et toute la musique qui va suivre sera basée sur des principes rationnels parfaitement expliqués. Et comme exemple musical, vous nous proposez justement un extrait du clavier bien tempéré. De quoi s'agit-il ? Je vous propose deux versions d'un prélude du clavier bien tempéré, deuxième cahier, 1744, de Johann Sebastian Bach, justement pour vous montrer que ce principe permet maintenant à la partition de Bach d'être jouée à la fois au piano moderne et au clavecin sans qu'on ait une perte véritable de la valeur sonore et du principe de structure. Donc je vous propose les deux versions successivement, donc le prélude numéro 9 en mi majeur du clavier bien tempéré 2.
Régent Poirier au clavecin et Eugénie Naille au piano. Grand temps de changement donc pour les claviers. Qu'arrive-t-il au clavecin? Ce qui se passe, d'abord, les compositeurs exploitent ces possibilités harmoniques et sonores qui ont été offertes justement par cette mise au point de la théorie harmonique. Pour voir les innovations d'abord techniques et sonores, je m'arrêterai quelques instants à l'œuvre de Domenico Scarlatti, cet éternel joueur au clavier qui nous a laissé plus de 600 sonates, des petites merveilles, pièces d'orfèvrerie d'une virtuosité étourdissante. Avant de vous parler du devenir du clavier, je voudrais vous montrer ce que Domenico Scarlatti a fait avec le clavecin tel qu'il était au moment de la transformation et des mises au point théoriques dont je viens de vous parler. Écoutons d'abord cet extrait de la sonate 415 sur le catalogue Longo, dans laquelle se trouve justement ce système des accords écrasés, fortement dissonants, longuement retenu et qui vous donne l'impression de cette dissonance dramatique qui insiste beaucoup et justement cet effet presque tout à fait moderne, on peut dire que ce sont des clusters modernes, au clavecin ont un impact significatif. Ce même extrait vous montrera la technique de la guitare espagnole, ces accords qui peuvent également être fortement dissonants, mais qui ont ici un impact sonore remarquable. Alors écoutons cet extrait de la sonate 415 de Domenico Scarlatti. Voilà, Luc Beauséjour au clavecin et un court extrait de cette sonate Longo 415 de Domenico Scarlatti. Et on en arrive à transposer le style concertant au clavier. Justement, dans la recherche des sonorités en accord avec le style concertant, donc la dynamique plus intense, les effets de contraste, changement même d'intensité en cours de route, la durée du son plus grande, un contrôle par le toucher, ont demandé aux musiciens d'exiger du clavecin de s'adapter à ses besoins. Effectivement, à Florence, Bartolomeo Cristofori a trouvé la solution qui n'était pas comprise immédiatement par les musiciens, mais qui, en espace de quelques décennies, fera fortune. En effet, 1711, Cristofori découvre le système des marteaux, non plus pinçant la corde, mais la frappant. Et en frappant la corde, lui donner la possibilité de vibrer aussi longtemps que le doigt n'abandonne pas la touche, avec un système de ressort également pour permettre à la touche de revenir à la bonne place et d'étouffer le son selon les exigences du toucher de l'interprète. Trouvaille miraculeuse qui est à la source même du principe de notre piano moderne. Cependant, l'instrument ainsi créé, qui est tout juste un clavecin modifié, s'appelait gravicembalo col piano e forte. Et ces possibilités sont devenues vite une ouverture vers la virtuosité et l'exploitation des formes destinées vraiment au clavier moderne. La technique du clavier moderne commence à cet instant-ci. Nous pourrons peut-être le saisir davantage à travers une autre sonate de Domenico Scarlatti où la virtuosité est inégalable, littéralement étourdissante, avec tous les éléments que je viens de vous décrire tout à l'heure, de cette technique de clavier très exigeante, des accords
intensément dissonant et résolu de façon admirable, avec une mélodie qui est brisée et qui rappelle beaucoup la technique de la guitare. Tous les éléments sonores y sont pour établir le contraste. C'est ainsi donc que le style concertant se trouve transposé à un seul instrument avec les possibilités du nouveau clavier que cela lui apporte. Alors voilà un autre Domenico Scarlatti. La pianiste Myriam Bernard a joué la sonate Kirkpatrick 427 de Domenico Scarlatti. Donc avec le style concertant, est-ce qu'on peut parler d'une époque baroque à son zénith? Tout à fait cela. Ce sont les moments essentiels dans le développement du style baroque et dans la musique instrumentale. On voit bien qu'il y a le côté de la balance va pencher vers la musique instrumentale et c'est ça qui va marquer le transit, on peut dire, ce passage des temps anciens vers les temps modernes. Donc cette gratuité et ce jeu, la musique pour elle-même, c'est cela le style concertant, malgré la présence d'éléments programmatiques ou descriptifs et certaines nuances expressives qu'on trouve surtout dans les partitions pour clavecin qu'on n'a pas connues auparavant et qui deviendront une habitude et une manière de présenter aux interprètes les partitions dans les temps à venir. Ce qui serait peut-être important de retenir donc, pour la musique instrumentale de ce temps, c'est qu'elle mène jusqu'à l'ultime conséquence les principes de la musique baroque, c'est-à-dire le principe des contrastes, du contraste forte-piano à l'origine entre les masses sonores par l'intensité, également des surfaces sonores par la différence du timbre, et des familles instrumentales qui s'opposent dans les concertis, notamment, cet exemple est peut-être le plus caractéristique, entre un instrument soliste et l'ensemble, pour ensuite les réunir et lui donner un ensemble parfaitement harmonieux. Le style concertant montre également
que cette époque est arrivée à maturité par la cohérence des thèmes. Lorsqu'on a une idée, on la développe d'une façon cohérente du commencement jusqu'à la fin, avec parfois le goût, disons, de modification, de transformation par la variation, mais que c'est cette continuité, on peut presque dire la cohérence de l'idée fixe, qui n'est pas encore idée fixe romantique, qui lui donne le fil conducteur. À propos de Scarlatti, qui est un exemple de ce jeu du style concertant au clavier, peut-être quelque chose de encore plus significatif pour l'avenir. C'est la sonate en germe, la sonate qui préfigure celle de l'école viennoise de la fin du XVIIIe siècle, se trouve déjà dans ces miniatures que Scarlatti appelle tout simplement esercizi, exercice ou étude. La structure bipartite avec l'organisation tonale qui tient compte des innovations conceptuelle de la théorie même de Rameau, donc la structure tonique dominante, dominante tonique qui sera celle de la sonate classique, sera déjà le point de départ, le modèle, si vous voulez, d'une forme qui aura un avenir vraiment très important dans la musique occidentale. À travers donc tout cela, nous saisissons que c'est une époque cruciale dans l'histoire de la musique instrumentale comme telle. Et pour terminer, une dernière œuvre, une dernière petite sonate de Scarlatti avec tout le panache de virtuosité, un bel glissando à la fin.